Donc moi je suis architecte et ce que je vais faire ce soir, c'est vous présenter quelques exemples de retours d'expérience de chantier en terre crue. Ça fait une vingtaine d'années qu'on s'intéresse à ce matériau-là, qu'on le pratique, donc on commence à avoir un peu de recul. Et l'intérêt ce soir, c'est de vous présenter également des choses qu'on ne fait plus et pourquoi on ne le fait plus. Parce qu'on est passé par on a exploré beaucoup de techniques constructives en terre crue et aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait plus, et notamment qui rejoignent ce que disait Erwan sur la question de l'utilisation de liants hydrauliques comme la chaux ou le ciment, par exemple. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite introduction et commencer par un petit conseil cinématographique. Un film que j'ai vu il y a une quinzaine de jours à peu près, mais qui est magnifique. C'est une sorte de récit ethnographique de la paysannerie chinoise confrontée à la modernité. Et il y a notamment dans ce film-là, on y voit donc ce couple de paysans construire une maison en adobe en Chine aujourd'hui. Voilà, et c'est quasiment un cours de construction, de fabrication d'adobe, puis ensuite de construction d'une maison. Alors l'exemple qu'on montre souvent, qu'a montré Erwan, c'est la ville de Shibam au Yémen, qui prouve qu'on pourrait encore construire des immeubles de 20 étages en terre crue. Ça existe, la ville existe, et c'est un véritable exemple de ville réellement, ville verticale, réellement zéro carbone. Hein. Tout ce qu'on a essayé d'inventer depuis en ville zéro carbone, c'est pas vraiment zéro carbone. Autre exemple plus récent, c'est la ville nouvelle de New Gourna en Égypte, construite au tournant des années 1940-1952 par un architecte égyptien qui est un pionnier de la construction en terre crue au XXe siècle, qui est Hassan Fati, dont l'idée principale, c'est de proposer aux populations locales des techniques constructives qui peuvent facilement s'approprier avec un minimum de matériel. Et donc ce qu'on peut voir sur cette image-là, c'est des techniques de construction assez rudimentaires, mais très efficaces. La construction de coupoles sphériques. Et un peu plus en arrière, ce qu'on voit, c'est la technique de la voûte nubienne. Et donc, ces techniques-là qui ne recourent à aucun cintre bois, parce qu'il y a très peu de ressources en bois pour construire là-bas. Et donc, on construit essentiellement avec la terre, de la brique d'adobe, sans recours à du matériel coûteux ou complexe, avec un savoir-faire qui peut être appropriable facilement par les populations locales. Exemple français de construction en terre des années 1980, un projet qui a été initié vers 1980, c'est le domaine de la terre à Villefontaine, près de Lyon. Donc il y a un ensemble de logements, de 65 logements sociaux, un projet pilote conçu pour démontrer qu'on pouvait encore aujourd'hui construire du logement, notamment du logement social, avec de la terre crue. Exemple encore plus récent, qui pour moi est finalement fait partie des exemples les plus inspirants de ce qui se construit en terre aujourd'hui. Malheureusement, on n'arrive pas à faire ça en France aujourd'hui. C'est fait au Bangladesh. Et donc, on voit en fait résumé dans cette image-là un peu tout le processus de la construction qui part de la ressource disponible localement, la paille, le bambou, la force motrice de l'animal qui est utilisée au profit de cette construction-là. Donc pas de machinisme, et le mur qui se construit directement avec la ressource locale, le savoir-faire local, la main-d'œuvre locale, donc l'intensité sociale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en alternative, l'alternative que le modernisme aurait pu apporter, c'est des machines qui vont construire un bâtiment, ici un bâtiment public, c'est-à-dire une école, avec des populations locales qui regardent, sans rien pouvoir faire, le bâtiment se construire, et un bâtiment qu'ils ne pourront pas de toute façon utiliser parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce type de bâtiment. Voilà. Donc là, c'est un exemple vertueux complètement où on a tous les éléments vertueux de la construction, l'intensité sociale, la faible énergie grise, le zéro carbone, la ressource locale, etc., etc., etc. Et en plus, un bâtiment qui est beau, et en plus un bâtiment qui est agréable à vivre, ce qui n'est pas rien. Et maintenant, je vais vraiment vous montrer quelques exemples pour ma part, dans un ordre particulier qui est un ordre chronologique de nos expériences. Premier exemple, c'est l'école de la Chevaleret, donc dans le 44, au nord de Nantes, située sur cette ligne du canal de Nantes à Brest, où on retrouve beaucoup de constructions en terre tout le long de ce canal.
sans doute dû à la ressource qui a pu être extraite du canal. Et ce que vous voyez sur cette image-là, c'est la ressource, c'est celle-là. Première couche en surface, c'est la terre végétale, donc celle-là, on ne l'utilise pas pour la construction. Il y a les vers de terre, il y a les racines, etc. Donc cette terre-là, on la met de côté, elle sert à autre chose, elle ne nous sert pas, elle sert aux agriculteurs, elle sert aux maraîchers, mais elle ne nous sert pas pour la construction. La ressource qu'on utilise, c'est celle qu'on voit juste en dessous. Voilà, il y a une limite, on voit à peu près ici entre une terre un peu plus brune et en dessous une terre beaucoup plus jaune. Voilà, c'est la terre qui est jaune, donc où il n'y a plus d'éléments organiques, presque plus. Et par contre, on a de l'argile, du sable, du gravier, toute une composition minéralogique. Et c'est cette terre-là qu'on utilise pour la construction. Et elle est, sur ce chantier-là particulièrement, extraite directement du chantier, des fouilles. On la met de côté, on la réutilise sur le chantier. On a fait un tas. Le tas, là, on a mis de la chaux. Alors, quand une entreprise n'est pas très sûre d'elle-même, son premier réflexe, bon, bah, je mettrai un peu de chaux, un peu de ciment, au moins je suis sûr de moi. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Et Erwan l'a prouvé. C'est une très mauvaise idée non seulement pour des questions énergétiques, mais également pour une question pratique et technique. C'est qu'à la fin, ça ne fait pas des très bonnes briques, ça ne fait pas des très bons mortiers, ça fait des choses qui vieillissent pas très bien. Voilà, le malaxage est aussi là, du coup, manuel avec un peu de mécanisation au motoculteur. Une phase de tamisage de cette terre. Sur ce chantier-là, ce qu'on a mis en œuvre, c'est des blocs de terre comprimés. Donc c'est une technique où la terre est compactée mécaniquement, elle est assez sèche, un petit peu humide, avec ici une machine qui est une presse semi-automatique qui a un plateau tournant qui permet d'enchaîner le moulage-démoulage, de sortir la brique une fois compactée, de la mettre à sécher. Elle est facilement manipulable, très vite manipulable en sortie de machine, donc on peut la mettre sur palette tout de suite, et elle finit tranquillement par sécher en quelques semaines avant d'être mise en œuvre. Voilà. On voit donc l'ossature bois qui vient d'être monté. On n'a pas encore le toit, mais on essaie quand même de voir ce que ça donne. On a bien préparé notre coup sur le format des briques, le format d'ossature bois, pour que les écartements d'ossature bois coïncident bien avec l'agencement des briques, pour éviter d'avoir trop de coupes à faire sur les briques. On vérifie que ça marche, et ensuite on monte ces briques-là dans l'ossature bois. Donc la brique n'est pas porteuse, là c'est l'ossature bois qui est porteuse. La brique va apporter de la masse, de l'inertie dans le bâtiment, va compenser le manque d'inertie d'un bâtiment en ossature bois, qui est très léger. Et donc on l'a fait pour ça, c'est-à-dire pour apporter vraiment l'inertie thermique au bâtiment. On monte ces briques-là avec des joints qui ici sont des joints avec un mélange terre et chaux. Encore une fois, la chaux, c'est une très mauvaise idée. En fait, la chaux, on se rend compte par expérience, après quelques années, que finalement, c'est la jonction entre la brique et la chaux va avoir tendance un petit peu à fissurer. Le mortier avec de la chaux va un petit peu avoir tendance à éclater. Donc, c'est une très mauvaise idée. On pourrait faire uniquement ces briques-là avec que de la terre, et les joints avec que de la terre, sans chaux, ça serait beaucoup mieux. Voilà le résultat dans les classes. Et donc, ce que disait Corentin, c'est effectivement la chose inexplicable, mais qui est difficile à dire, ni à démontrer scientifiquement, ni à expliquer oralement, c'est la qualité d'ambiance, la qualité du ressenti qu'on a dans des ouvrages qui sont construits avec de la terre crue. Et il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est quelque chose de très sensoriel. Et c'est notamment, enfin voilà, l'un des résultats attendus qui s'est vraiment produit sur cette école-là, c'est vraiment une qualité de ressenti qu'on n'a nulle part ailleurs. Autre exemple qui vient un petit peu après, donc l'école de la Chevarée, on est entre 2006 et 2009. Là, on est plutôt vers 2010-2013. Donc le pôle espace vert et naturel de la ville de Bougnat. Donc là, on est sur des bâtiments qui sont des bâtiments publics, hein, une école. Ici, c'est un centre technique municipal, un pôle espace vert. Donc c'est des bâtiments commandés par une
par une collectivité. La transposition se fait à l'habitat directement. L'idée sur ce bâtiment-là, c'était d'utiliser la ressource qu'on avait sur place. À Bougnay, la ressource qu'on a, alors quel que soit le chantier, la ressource abondante qu'on a, c'est la terre déjà. Et sur une commune comme Bougnay, commune de bord de Loire, avec des zones de marais, c'est le roseau et l'osier. Et donc on a fait des tentatives et des prototypes avant de se lancer, de confirmer le choix de conception de différentes façons d'agencer ces matériaux-là, et notamment, in fine, un principe de venir coffrer dans une ossature bois, coffrer entre des nattes de roseau et d'osier de la terre crue, avec plein d'essais qui n'ont pas marché, au décoffrage, des efforts assez importants qui sont apportés sur les nattes de roseau et d'osier qui les déformaient. Et donc la technique qui a été mise en œuvre, in fine, c'est une sorte de compromis où on a toujours notre ossature bois, le remplissage de cette ossature bois avec de la terre qui est maintenue par des nattes d'osier et de roseau, et au moment du coulage, là où la terre exerce le plus de pression, qui aurait trop poussé sur les nattes de roseau et d'osier, on a mis des banches aérées. Ce qu'on voit ici, c'est cette armature de bois recouverte d'un métal déployé, des banches aérées tout simplement, parce que contrairement au béton de ciment, quand vous coffrez du béton de ciment, le ciment il durcit en présence d'eau. La terre, elle, ne va durcir qu'au séchage avec l'air. Donc si on met des banches fermées avec de la terre ne sèche jamais. Donc pour qu'elle commence à sécher et qu'on ait un jour l'espoir d'enlever les coffrages, il faut que les coffrages soient aérés. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. On laisse suffisamment sécher la terre à travers les coffrages aérés. Une fois que c'est suffisamment sec pour que les nattes d'osier et de roseau tiennent la terre, on enlève les coffrages et on continue. On vient juste un petit peu marteler la surface pour chasser les bulles d'air, faire remonter un peu la terre à la surface et que la terre s'agence bien dans les murs. Une fois qu'on enlève ces coffrages, on le voit ici à droite qui est encore en place, et à gauche, il vient d'être enlevé. On vient réalimenter le mur en terre pour égaliser la surface, homogénéiser la surface avec un peu de terre. Et en finition, on a ça. Plutôt que de faire un enduit qui vient couvrir entièrement les roseaux, l'osier en l'occurrence, on vient juste mettre suffisamment de terre pour laisser transparaître l'osier. Donc ça, c'est un ouvrage qui a été réalisé dans des locaux qui servent pour le personnel des espaces verts de la ville de Bougnay et pour la partie bureau. Donc on voit ici dans ce hall, tous ces murs à droite à gauche sont en osier avec de la terre crue. Et dans l'épaisseur du mur, on est en terre crue coulée. J'avance encore un peu dans le temps, donc là on est plutôt vers, juste après, on est plutôt vers 2014-2015. Alors, projet d'une école, l'école Félix Leclerc à Bouvron. Donc, si je reviens rapidement en arrière, on ne voit pas que c'est une école avec de la terre crue, c'est un bâtiment, une sorte de grand hangar métallique avec de l'ossature bois, très efficace, bien orienté, etc., qui répond à pas mal de sujets. Et puis, c'est ce qui nous permet derrière d'utiliser au maximum la ressource qu'on a sur place, c'est-à-dire la terre, qu'on a extraite directement du chantier, mis de côté. Et ensuite, on a mis en place un chantier terre. Alors ici, on a également associé, bien sûr, les enseignants, les enfants, qui se sont associés dans leur programme pédagogique pour que les enfants soient sensibilisés aux matériaux terre avec l'entreprise qui est intervenue sur le chantier. Donc qui a pu montrer aux enfants ce que c'est que la terre crue, ce qui permet de démythifier auprès d'un public jeune la fameuse maison des 3 petits cochons en terre crue. Voilà, ils savent ce que c'est, ils vont même après l'expliquer à leurs parents. Chantier ici de fabrication de briques d'adobe. Alors c'est un moment où on a arrêté de faire du bloc de terre comprimé. On s'est rendu compte que finalement ça n'apportait pas grand-chose. Plusieurs raisons. D'une part, que les terres qu'on utilise, qu'on a dans le secteur, ne sont pas forcément bien adaptées pour fabriquer des
des blocs de terre comprimés, raison pour laquelle il faut souvent lui ajouter un peu de chaux ou un peu de ciment, parce que sinon il y a un problème de cohésion. Donc, on s'est dit, bon, on va plutôt aller vers l'adobe, et l'expérience montre qu'en fait, les chantiers d'adobe, c'est beaucoup plus rapide que les chantiers mécanisés avec de la machine, hein, et ça crée des briques beaucoup plus intéressantes d'aspect, puisque les blocs de terre comprimés sont très régulières, très raides, avec des arêtes très nettes, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli en fait. Et les briques d'adobe, on peut facilement y mettre de la fibre, ce qu'on ne met pas dans des blocs de terre comprimés. Et pour moi également, c'est un intérêt, cette fibre-là, c'est que plus on va associer la fibre à la terre, plus le résultat aura un effet, comme expliquait Corentin, un effet hygrothermique. Plus on aura un effet de régulation thermique d'été et d'hiver. Ce processus d'évaporation, de condensation va être beaucoup plus fort quand on a de la fibre que quand on n'en a pas. Et donc, c'est tout l'intérêt de faire des briques d'adobe comparativement aux blocs de terre comprimés. Et aujourd'hui, on fait plus de blocs de terre comprimés, on fait tout le temps de l'adobe, c'est beaucoup plus pertinent. Donc les murs qui ont été réalisés dans cette école-là, dans ce grand bâtiment qui fait à peu près 1800-2000 mètres carrés, c'est une technique mixte. Voilà, on s'amuse à trouver les bonnes techniques à chaque fois qui répondent à des enjeux qui peuvent être des enjeux de séchage, des enjeux d'organisation de chantier, et de trouver vraiment la juste place de chacune des techniques. Donc ce que vous voyez en partie basse, on commence au sol par une première levée qui est en rapport au sol par rapport à la question d'humidité en béton de schiste expansé, donc on n'est pas sur de la terre crue. Mais dès les premiers centimètres, ensuite on commence avec une bauge. Donc c'est vraiment la technique de la bauge qu'ont expliqué Corentin et Erwan, qui est une bauge coffrée. C'est-à-dire qu'on a mis en place la terre dans un état semi-humide, semi-plastique, dans des coffrages qui sont des coffrages en bois, en panneaux de bois. Arrivé à une certaine hauteur, qui est la hauteur tout simplement à laquelle on doit implanter les appareillages électriques, on arrête la première levée le temps qu'elle sèche. Entre le moment où on commence le chantier d'un côté et puis à l'autre bout, une fois qu'on arrive à l'autre bout, le démarrage est sec. Et on peut faire ce rang de briques qui incorpore les appareillages électriques. Une fois que c'est fait, on commence la deuxième levée. Et on finit par 2 rangs d'adobe. Alors, il n'y a pas une raison particulière pour laquelle il y a 2 rangs plutôt qu'un. C'est une question aussi d'avoir à utiliser toute la matière qu'on a produite, peut-être parfois un peu trop. Donc, on avait besoin d'utiliser ces briques d'adobe. Et en tout cas, ça permet de terminer ce mur en terre sous la dernière lisse bois sans qu'il y ait de retrait. Le retrait, c'est-à-dire que la terre se déforme. Plus la terre est humide, plus elle va se déformer au séchage et créer des fissurations. Et donc si on avait fait un mur en bauge d'une seule hauteur jusqu'à la lisse horizontale en bois, après séchage, on aurait eu un trou qui serait apparu de quelques centimètres, environ 5 centimètres, facilement. Donc la brique finit par faire quelque chose de net qui ne va pas avoir de retrait, puisque la brique elle est déjà sèche quand on la met en œuvre. Voilà un compromis qui nous amène à faire une sorte de technique mixte qui permet de résoudre tout un tas de questions qu'on peut se poser, tant d'organisation que de résultat final. Ce que vous voyez, les fentes verticales, c'est tout simplement des fentes qui ont été faites manuellement à l'outil pour canaliser les fissures qui allaient nécessairement se produire. On a un retrait qui se fait dans toutes les directions, en largeur, en hauteur. En hauteur, ça se tasse, donc ça aurait pu produire un vide en partie haute. Et en largeur, ça crée des fissurations qui vont être plus ou moins verticales. Et là, on fait en sorte de les canaliser. On fait des traits bien verticaux qui tombent pile en face des ossatures bois, puisque la fissure va se produire exactement là où il y a une ossature bois. Et donc, ça fait que cette fissure-là, elle est canalisée et donc elle ne se propage pas de façon anarchique. On voit le résultat final dans une classe. Donc là, on a un mur en terre qui est en fond de classe.
Je reviens encore sur mon idée qu'il y a des choses qu'on ne fera plus, et il y a des choses qu'on ne fera plus ici, c'est l'enduit qu'on a fait en soubassement. On a porté une mauvaise réponse à une question qui nous a été posée de la part de notre maître d'ouvrage, du client, la ville de Bouvron, qui craignait que la terre soit trop fragile en partie basse vis-à-vis de l'usure et de l'abrasion par les enfants. Et donc, avec l'entreprise, on a fait un enduit qui est un mélange terre et chaud. Bah, c'était une très mauvaise idée. D'une part, parce que l'échange hygrothermique est moins bon. Et c'est surtout pas ça la mauvaise idée. C'est que finalement, ce matériau-là va être terre plus chaud, va être beaucoup plus dur que le matériau terre si on n'avait pas mis de chaud. Et donc, plus un matériau est dur, plus il est cassant. Donc, en réalité, la problématique, la préoccupation de rendre le matériau plus dur fait que ce matériau devient plus cassant. Et donc, les arêtes se cassent plus facilement. Et une fois que les arêtes sont cassées, c'est beaucoup plus difficile à réparer qu'une terre brute sans chaud et sans ciment. La terre en œuvre est assez malléable, donc quand il y a un choc, elle encaisse facilement le choc sans se casser. Quand on a un enduit à la chaux, quand il y a un choc suffisamment fort, l'enduit se casse. Quand on fait un raccord sur un enduit avec de la chaux, le raccord se verra toujours. Quand on fait un raccord sur la terre, pour peu qu'on utilise la même terre, le raccord ne se voit pas. Un petit coup d'éponge et ça ne se voit plus. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on ne refera plus. Et en tout cas, maintenant, on sait comment l'argumenter auprès d'un maître d'ouvrage pour lui expliquer que c'est une mauvaise idée de rajouter de la chaux et ça n'a que des inconvénients. En entretien, la terre, c'est très simple parce que quand bien même il y a un moment, un peu de casse, ça peut arriver, le raccord se fait très facilement. Il suffit d'avoir un petit peu de terre de côté et si on n'en a plus, de creuser un peu dehors pour récupérer un bout de terre et puis c'est bon, on colmate très facilement. Donc là, ce qu'on peut voir, voilà, c'est dans les circulations, donc ces murs en terre, on voit de près la texture qui est assez belle de ces murs en bauge, donc terre et paille. On a à peu près utilisé 130 tonnes de terre sur ce projet-là. Donc ça représente des volumes importants et ça se ressent réellement. C'est une école qui aujourd'hui est très visitée. Hein. La commune de Bouvron pourrait mettre une personne à mi-temps rien que pour faire les visites qu'ils ont tous les ans sur cette école-là. Et quelques petits ouvrages aussi assez intéressants dans les classes maternelles, des petits igloos en terre, construits donc en briques, en adobe, en terre crue. Donc là, il n'y a pas de liant, il n'y a pas de liant autre que l'argile, il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de ciment. Donc avec des petites coupoles sphériques en terre qui servent d'espace de temps calme où les enfants peuvent aller se reposer, lire. Et donc c'est des espaces très appréciés par les petits. Encore, là j'avance un peu dans le temps, là, chantier réalisé, terminé en 2018, qui a déjà fait l'objet cette maison-là d'un exposé ici même, qu'on peut retrouver dans les vidéos en ligne, qui est une maison qui est tout simplement ma maison. Voilà, donc que je vis depuis 4 ans, ou plus de 4 ans, avec tous les épisodes, notamment de canicule qu'on a pu vivre, et donc qui font la démonstration de l'efficacité de la terre crue, notamment dans des épisodes caniculaires. Et donc là où on n'a pas de problème de surchauffe, hein, je peux vous le garantir. Donc la ressource, elle est là. C'est la terre qu'on a sur place. Donc vous voyez toujours en surface, là, sur une vingtaine de centimètres, la terre organique qu'on met de côté, qui n'est pas utilisée. Et puis là, on a 2 mètres de hauteur parce que cette maison-là, elle est construite à cheval entre un terrain qui est 2 mètres, au-dessus de la rue. Et donc, il y a une partie importante de terre à extraire. Voilà, on voit ici dans la coupe, on voit à droite côté jardin et à gauche côté rue. Donc, il y a un peu plus de 2 mètres de dénivelé. Et donc, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est de la terre qu'on a extraite. On a extrait environ 200 mètres cubes de terre, mais on n'en a utilisé finalement qu'à peine 20 mètres cubes. C'est très peu. L'intérêt du matériau de terre, c'est
C'est transformable avec un matériel très rudimentaire qu'on peut fabriquer soi-même, sans problème, en autoconstruction. Là, tout simplement, tamisage avec des palettes récupérées du chantier et puis du grillage à poules. Et ça permet de faire une terre qui est suffisamment bien calibrée pour fabriquer des briques, des adobes. Pour la transformation, un petit moule avec les mêmes palettes, avec un peu de récupération de panneaux de chantier pour que ça soit un peu plus lisse. Un seau d'eau et c'est parti. Voilà. Et là, ça va très très vite. J'étais quand même assez sidéré de la vitesse à laquelle ça allait quand je comparais à ce premier chantier que je vous ai montré en bloc de terre comprimé, qui nécessite, on va dire, qui astreignait des personnes de façon beaucoup plus importante et qui allait beaucoup moins vite. Ça va très très vite. On les aligne au sol. On laisse suffisamment sécher avant de les manipuler pour ensuite les mettre sur le côté, les ranger pour qu'elles finissent de sécher tranquillement. Et là, j'ai fabriqué les briques directement sur le chantier, au pied des murs sur lesquels j'allais les monter. Et ensuite, ces briques-là sont montées dans les murs ossature bois. Ici, mur porteur, mais pas extérieur. L'extérieur est isolé avec du béton de chanvre, avec un enduit terre. Là, on ne voit pas l'enduit terre, mais enduit terre avec la même terre. La seule différence, c'est qu'elle est tamisée un peu plus fin, avec un peu de fibre. C'est tout. Les joints sont faits avec un mortier de terre, exactement la même terre, tamisé un peu plus fin que les briques, sans chaux, sans ciment. Deux formats de briques. L'intérêt de l'adobe, c'est que les moules se fabriquent facilement, donc on peut faire toutes les dimensions qu'on veut. Il n'y a aucune contrainte, comme la brique industrielle qui a des formats standardisés, il n'y a aucun format standard. Donc on ajuste le format de la brique à son projet de construction. Donc là, dans la partie séjour, c'est briques de terre avec une partie ajourée qui permet tout simplement que la chaleur du poêle puisse traverser le mur, remonter par la cage d'escalier qui est juste derrière et puis aller chauffer l'étage. Donc il n'y a pas d'autre chauffage que ce poêle à bois pour l'ensemble de la maison, qui fait à peu près 140 mètres carrés habitables. Oui, voilà. Et je termine là par la dernière expérimentation en date qui date de l'été dernier. Donc là, encore une fois, c'est de l'autoconstruction. Hein. C'est une expérimentation, une petite expérience de petit abri en terre porteuse. Tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, la terre n'est pas porteuse. Voilà, on est très frileux aujourd'hui, pas nous, hein, mais dans le contexte normatif et assurantiel, pour construire des bâtiments en terre porteuse. Il y a plein d'exemples pourtant on sait que ça marche, mais le frein, c'est l'assurance. Et donc voilà. Abri expérimental en terre porteuse, utilisation des ressources que j'avais sur le terrain, c'est-à-dire la pierre, donc je suis à Nozay, donc la pierre de schiste, la pierre bleue qu'on appelle là-bas, qui est abondante, qu'on retrouve en creusant, on creuse un peu le sol, on en trouve. Et donc que j'ai réutilisé pour faire les fondations du bâtiment et les premiers hauteurs de soubassement montés avec un mortier de terre, tout simplement. Donc strictement avec tout ce que j'avais sur place. Petite concession quand même à la modernité, c'est la rase étanche pour éviter que l'eau du sol ne remonte dans les murs par capillarité. Donc j'ai fait une arase étanche. À partir de cette arase étanche, donc là le mur, on n'est pas encore sur des murs en terre, on est sur des soubassements en pierre et terre. Voilà, là on commence à monter des murs en terre avec des briques de terre qui sont préalablement fabriquées. Donc on voit le tas à droite, en haut à droite. Le tas de briques de terre fabriquées en amont. Briques, encore un format très particulier, voilà, qui correspond exactement aux besoins de ce petit ouvrage qui fait 3 mètres par 3 mètres. Et donc, pour ne pas m'embêter à devoir couper des briques et faire des assemblages, voilà, ça correspond exactement à tout mon calpinage. Et c'est tout simplement des techniques traditionnelles de maçonnerie de petits éléments, où on a des briques dans différents sens, en boutisse, en panneresse, qui permet d'avoir une maçonnerie solide, toutes les pierres se croisent. Et le remplissage à l'intérieur du mur est fait avec de la terre allégée, un mélange de terre et chanvre. Alors c'est juste un abri de jardin, donc il n'y a pas de contrainte, de problématique assurantielle. Hein. Si ça tombe, c'est pas grave. La maçonnerie maçonnerie traditionnelle, donc on recourt à exactement la même technique que les maçonneries anciennes, c'est-à-dire petit linteau monolithique en schiste, arc de décharge pour soulager le linteau qui est un peu fin, et ensuite on monte voilà, tranquillement
avec ces briques. Pour s'amuser, on se fait une petite coupole en terre à l'intérieur. Là, j'ai juste fait l'amorce à ce moment-là de la coupole pour pouvoir terminer les pignons et la toiture, pour pouvoir la mettre hors d'eau très rapidement et ensuite terminer la coupole une fois que c'est hors d'eau. Voilà, charpente, rempanage. Un petit zoom sur l'amorce de cette coupole-là. On fait juste le minimum de façon ensuite pour finir la maçonnerie générale. Et ensuite, on peut couvrir. On est hors d'eau, c'est bon, on peut travailler à l'intérieur sans problème. La terre, vous voyez, c'est juste le trou qui est fait derrière. Hein. Le trou qui est fait juste derrière le bâtiment là, c'est la terre que j'ai utilisée directement pour construire ce petit ouvrage. La petite coupole en terre à l'intérieur, elle n'est pas encore finie, j'attends l'été pour me remettre sur la finalisation de la coupole. Ouvrage extrêmement rudimentaire, facile à faire, avec très peu de moyens, pas de cintre, pas de coffrage en bois ni quoi que ce soit, juste une perche articulée au centre de la sphère qui permet de positionner l'une après l'autre les briques qui se tiennent tout seuls. Et une fois que c'est fait, la coupole tient toute seule, il n'y a pas de problème particulier. Pour illustrer en fait la principale problématique géométrique de ce type d'ouvrage, la coupole sphérique sur un plan carré implique un élément de raccord entre le carré et la sphère, ce qu'on appelle un pendentif. La coupole que je vous montrais tout à l'heure dans l'école de Bouvron, c'était une coupole sphérique sur un plan circulaire, donc bon, il n'y a rien de plus facile. Là, c'est un peu plus difficile, mais bon, c'est pas compliqué non plus. Hein. C'est ce qu'on appelle la coupole sur pendentif. Voilà, vue d'un peu plus grand angle pour vous montrer un peu la grosse moitié de cette coupole-là. Il reste, on va dire, tout le centre à terminer. Et ça crée un ouvrage entièrement en terre. Il n'y a rien de rapporté autre que la terre dans l'ouvrage. Et un jour, on fera peut-être une maison comme ça. Voilà, je vous remercie.